Sowen est une entreprise spécialisée dans l'aménagement d'espace, dans le fait de faire du sur-mesure pour ses clients en matière d'espace de travail. Le chiffre d'affaires de Sowen est de 8 millions d'euros. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Pierre-Alexandre Pillet est le cofondateur de Sowen. Avec lui, nous allons, avec Anthony Denet, journaliste Imo Week, aborder la question « Que faire des plateaux immobiliers vacants à la Défense ?» Suite à la généralisation du télétravail dans de nombreuses entreprises, les plateaux de bureaux se vident. C'est un constat plus qu'évident que Sowen soulève à la Défense à Paris. Mais avant d'aborder ce sujet, Pierre-Alexandre Pillet nous présente Sowen. Sowen, c'est un créateur de lieux de vie pour les entreprises. En fait, tout simplement, on aménage les sièges sociaux d'entreprise. Donc, on veut dire que la défense est au cœur de notre activité, pas que, puisque Paris QCA en fait évidemment partie. On aménage les sièges sociaux d'entreprise et je dirais que c'est quelque chose qui est hyper d'actualité parce que tous les patrons de sociétés aujourd'hui s'interrogent à qu'est-ce que je vais faire de mes bureaux demain, comment je vais raménager mes bureaux, comment je fais revenir mes collaborateurs au bureau, comment je garde mes talents. Voilà, tout c'est des questions du coup très très fréquentes et du coup notre métier a un intérêt fort post-Covid. Voilà, justement post-Covid parce que alors Sowen fait aujourd'hui un chiffre d'affaires de 8 millions d'euros, hein, c'est ça environ, ouais. Environ 8 millions d'euros. Comment vous l'avez traversé cette crise sanitaire parce qu'elle vous a touché de plein fouet finalement par rapport à votre activité? Bon, je crois que ça a épargné personne. Hein. La plupart des entreprises ont été touchées. Nous, pas plus que d'autres. Il y a évidemment des secteurs qui ont été beaucoup plus touchés que nous. Hein. Tout ce qui a été tourisme, restauration, etc. Cinéma, par exemple, ont été beaucoup plus touchés que nous. Nous, on a eu une baisse d'activité pendant les 3 mois qui ont été le lockdown important où tout le monde est resté chez soi. Où je dirais que les chantiers qui nous animaient se sont principalement interrompus ou sont tournés au ralenti. Donc nous, on a passé assez facilement cette crise-là et on a constaté très rapidement post-Covid quand même qu'il y avait des interrogations qui étaient sous-jacentes de ces chefs d'entreprise, de ces entreprises pour qu'est-ce que je fais maintenant. Voilà, toutes ces interrogations avec le télétravail, l'impact du télétravail, le flex office, est-ce que c'est une réalité? En fait, on a vécu à un moment donné où le télétravail était déjà sous-jacent pendant pré-Covid. Il y avait déjà des mesures qui étaient prises par les entreprises, mais c'était pas forcément mis en place, où il y avait des gros freins de la part des chefs d'entreprise sur ce sujet de présence ou pas des collaborateurs au travail. Et du coup, ça a été un accélérateur. Je dirais qu'on a gagné quasiment peut-être 5 ans en 3 mois. Toutes ces interrogations-là, les verrous ont vite sauté. Et du coup, post-Covid, les entreprises sont rapidement allées s'interroger sur comment je mets en place mes accords télétravail, comment je fais revenir mes collaborateurs, qu'est-ce qui est important maintenant dans mes bureaux, quelle est la bonne taille de mes bureaux. Certaines entreprises font un choix assez classique, c'est que ils se sont dit j'ai trop de surface, qu'est-ce que je vais faire de mes surfaces? Il y en a pas mal qui ont pu. Je dirais pas mal, mais quelques entreprises ont pu, parce qu'il y avait des échéances de baux, se renégocier le bail, déménager, mais c'était pas valable pour toutes les entreprises. Il y a évidemment je dirais que le cœur de Paris, de l'immobilier parisien est locatif, soumis à des baux commerciaux que vous connaissez évidemment tous, qui est le bail 369. Et donc, du coup, tant qu'on n'est pas une échéance de bail, la négociation ou la sortie est plus compliquée. Donc, c'est plutôt comment je réaménage, mes surfaces en attendant. Alors justement, avant d'entrer dans le détail avec Anthony dans un instant, vous l'avez dit, il y avait déjà une tendance au télétravail, une tendance au réaménagement des bureaux, mais la crise sanitaire a accéléré quand même un petit peu tout ça. Est-ce qu'il a fallu vite vous réinventer quelque part? Alors nous, on avait déjà, je dirais, l'ADN d'une entreprise qui connaissait assez bien les nouveaux modes de travail. On l'avait déjà exercé pas mal de fois avec des entreprises qui étaient déjà un petit peu à la pointe, en se disant, on travaille plus à l'usage que l'aménagement traditionnel qui était un bureau cloisonné, une salle de réunion, etc., avec des schémas assez classiques. Nous, on allait déjà bien au-delà de ça, en posant la question aux chefs d'entreprise de qu'est-ce que vous allez faire de vos bureaux, qu'est-ce que vous en faites, comment viennent vos collaborateurs, est-ce qu'ils ont besoin d'avoir un bureau attribué ou non. On se posait déjà ces questions-là et on les interrogeait, ou en tout cas, on essayait un peu de titiller les chefs d'entreprise et les entreprises sur ce schéma-là. Donc, je dirais que on connaissait déjà cette méthode. En revanche, notre connaissance nous a permis d'accélérer avec les entreprises dans le mouvement et la transformation qu'elles ont pu faire. Et toutes ne l'ont pas faite. Certaines sont à différentes étapes. Je dirais qu'il y a au moins une réflexion et on a accompagné quand même quelques entreprises, même pas mal, dans
la réorganisation de leur surface en passant sur des modes tout simples. Télétravail, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai moins de personnes au même instant dans l'entreprise. Alors, tout dépend après comment c'est mis en place, mais on peut dire qu'on a à peu près en moyenne 2 jours par semaine de télétravail pour l'ensemble des collaborateurs. C'est une moyenne, il y en a c'est 3, il y en a c'est un jour, mais globalement, on a mécaniquement de la surface en trop. Donc, comment je me réorganise? Et évidemment, il y a différents types de flex office. On a connu des flex office extrêmement, on va dire, poussés, où vous n'avez aucun bureau attribué, même pas un espace attribué. Vous venez le matin, vous gérez plutôt par l'usage. Je suis en réunion, je vais en salle de réunion, j'ai besoin de travailler, je trouve un poste de travail vacant et je m'installe. Ce qui semble se dessiner aujourd'hui dans la mise en place du flex office avec l'impact télétravail, c'est davantage des flex office qui sont plutôt par territoire, c'est-à-dire que assez simplement, vous êtes une équipe marketing de 10 personnes, vous avez 2 jours de télétravail ou une journée, je réduis de X% mes surfaces et j'ai par exemple que 6 postes de travail disponibles pour 10 collaborateurs. Donc ça, c'est à peu près ce qui se dessine beaucoup parce que ça rassure les entreprises, si vous voulez, dans le fait, et en tout cas les collaborateurs, dans le fait de ne pas venir dans un endroit où il n'y a plus je dirais, de place pour soi, on n'arrive pas à attribuer cette place-là. Mais il faut c'est obsolète, c'est devenu obsolète quoi, comme modèle, le fait d'arriver dans un flex office où on n'a pas de place véritablement. Non, je dirais pas que c'est obsolète, je dirais que c'est une étape peut-être plus poussée et qui ne correspond pas à toutes les entreprises. Je dirais que certaines entreprises étaient déjà sur des modes flex pré-Covid et avaient déjà cette habitude-là et elles peuvent pousser l'exercice parce que les collaborateurs sont déjà habitués à ça et qu'ils peuvent se dire bon, moi, tout simplement, j'ai pas besoin d'avoir un poste attribué et peu importe où je me mets, ça fonctionne. Mais je dirais que la plupart des entreprises qui étaient dans un schéma classique, même un peu plus dynamique, passent souvent sur ce format-là, qui est un format, je dirais, un peu hybride, qui fonctionne bien, qui permet de réduire les mètres carrés et d'apporter du dynamisme dans les surfaces. Après, là où il faut faire attention, c'est qu'on ne réduit pas les mètres carrés mécaniquement grâce à ça, parce qu'il ne faut pas oublier de compenser quand même les mètres carrés qu'on gagne, on optimise par des surfaces de report. C'est-à-dire qu'on va densifier un petit peu les espaces, mais ce que ne veulent pas voir les collaborateurs, c'est des grands open space qui soient bruyants, impersonnels, etc. Donc, ça veut dire qu'on va gérer plutôt l'open space d'une manière un peu plus dynamique. On va apporter des surfaces de report dans lesquelles on peut s'isoler pour travailler à 2, à 3, à 4, parce que aujourd'hui, la collaboration, c'est de cette manière-là qu'elle se fait. Donc, on va ajouter des surfaces type des grandes plazas, conviviales, etc., etc. Donc, en fait, les mètres carrés sont pas forcément 100% gagnés. C'est pas aussi mécanique que ça. C'est un arbitrage des surfaces qui est important à faire. Après cet état des lieux complet de la situation de l'immobilier de bureau par Pierre-Alexandre Pillet, cofondateur de la société Sowen, intéressons-nous au quartier de la Défense avec les questions de Anthony Denet. Pour passer donc sur le quartier de la Défense, qui fait actuellement partie des grandes interrogations quant à son avenir, donc dans la mesure où il est essentiellement un quartier de bureaux, que faire justement? Qu'est-ce que vous préconisez pour tous les plateaux immobiliers qui sont ou qui vont se retrouver vacants sur ce quartier, ce qui est quand même un fait inédit sur ces dernières années? Donc, comment faire pour remédier à ce problème? Bon, déjà, la Défense, c'est un marché, je crois, qui est très, très cyclique. C'est-à-dire qu'on a connu, il y a en 2008-2009 déjà, une vague de taux de vacances importants. Et je dirais que à chaque crise, la Défense connaît son lot de surfaces vacantes et ça fait partie un peu du jeu de la Défense. Donc, je dirais qu'il faut à la fois pas s'inquiéter non plus des surfaces vacantes de la Défense, parce que évidemment, je crois qu'on doit atteindre pas loin de 13% de taux de vacances sur le dernier trimestre, qui est un taux relativement important. Malgré tout, voilà, il faut donner sa chance. Ce que je trouve intéressant sur la Défense, pour le coup, c'est que les bailleurs, évidemment les grands institutionnels, ont quand même travaillé extrêmement bien leurs immeubles. C'est-à-dire que, évidemment, ils cherchent des monolocataires sur des grandes tours ou peu de locataires. Toutefois, ils ont donné de la valeur ajoutée à leur tour, avec beaucoup de services, des immeubles de qualité, bien rénovés. Et je dirais que ce qui a apporté entre guillemets la crise, et en tout cas la vacance, c'est qu'aujourd'hui, les investisseurs n'hésitent pas à diviser par plateau, voire par demi-plateau certaines tours de la Défense, qui n'enlèvent en rien un taux de vacances important, puisqu'on parle de milliers de mètres carrés, mais ça contribue à faire venir un certain nombre d'entreprises
je dirais des PME, grosses PME ou filiales de groupes qui sont situées principalement en péridéfense, comme Suresnes, Rueil, Puteaux, Asnières, par exemple, qui ont des loyers évidemment pas ceux de la défense, en tout cas sur la valeur faciale, mais qui, avec les accompagnements et le taux de vacances, peuvent bénéficier de tours de grande qualité, sur des plateaux avec des vues souvent, avec des immeubles de service, avec de la restauration multiple, avec du fitness, avec pas mal de choses qu'ils n'avaient pas évidemment dans des immeubles un peu plus vieillissants du type sur des immeubles péridéfense. Et donc c'est une énorme opportunité et ça va permettre de redynamiser aussi la défense. Donc je dirais que est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Qu'est-ce qu'on va faire de ces bureaux vacants? Petit à petit, déjà, on va réduire, à mon sens, la crise passant la vacance existante. On va pas changer ces immeubles de bureaux en habitation. Ils sont pas conçus de cette manière-là. Donc, on va faire venir petit à petit, à mon sens, c'est ce qu'on ressent, un certain dynamisme sur des surfaces de 1000, 2000, 3000, 5000 mètres carrés, qui sont pas des surfaces négligeables malgré tout. Et on sent une émulsion. Nous, on a accompagné quelques sociétés sur la tour Alto, par exemple, à la Défense, qui est une des dernières tours qui bénéficie de très beaux services, un très bel immeuble. Là, on est en train de travailler sur la tour Trinity du Dubai Rodamco pour un ou deux futurs utilisateurs, où on voit qu'ils prennent à bail des surfaces de 1, 2 ou 3 étages. Et donc, du coup, on sent qu'il y a cette dynamique qui est intéressante et qui va faire que la défense va repartir. Après, si on va un tout petit peu plus loin, on peut se poser la question à long terme. Je pense que évidemment, on va dire que les coworkers ou les surfaces un petit peu, les acteurs qui vont jouer la modularité vont prendre à bail des surfaces dans ces immeubles pour les compléter. C'est ce qui est recherché aujourd'hui. La rigidité d'un bail commercial est souvent un peu un frein aujourd'hui pour les utilisateurs qui cherchent de la souplesse. Donc, certains gros coworkers pourraient s'interroger sur la prise à bail de ces surfaces justement vacantes avec des mesures d'accompagnement intéressantes. Donc voilà, mais quoi qu'il en soit, je pense que la défense restera un quartier d'affaires, un quartier de bureau, et je crois que ça a été assez bien travaillé. On a vu quand même une belle évolution sur les services qui étaient apportés au sein même de la défense, la restauration qui a beaucoup changé, l'environnement est beaucoup plus paysager, beaucoup plus attrayant. Et évidemment qu'on a un frein pour beaucoup d'entreprises très parisiennes, très QCA, qui ont du mal à franchir on va dire, le pont de Neuilly pour aller à la Défense, pour ce côté impersonnel. Mais il y a quand même des atouts forts pour la Défense aujourd'hui. Maintenant, il faudra le temps au temps, justement, pour remplir. Donc même si aujourd'hui il y a de réelles inquiétudes, l'avenir du quartier de la Défense à Paris ne s'annonce pas catastrophique, selon Pierre-Alexandre Pillet, cofondateur de la société Sowen. Mais notre journaliste, Anthony Denet, a voulu le pousser un peu plus loin dans son analyse. Au-delà des entreprises elles-mêmes, est-ce que vous n'avez pas l'impression que ce sont les salariés qui parfois ont une sorte de réticence à se rendre dans ce quartier qui, assez paradoxalement, peut parfois agir comme une sorte de repoussoir et que du coup les entreprises s'adaptent en ayant des craintes d'aller justement, comme vous dites, de franchir le pont pour s'installer là-bas? Alors oui, vous avez raison. En fait, c'est un peu ce que je disais au début, c'est que quand on vient de Paris intramuros, je prends l'exemple dans le 8e arrondissement et qu'on a ses habitudes, évidemment, franchir le pont de Neuilly à la Défense et rentrer dans cet ensemble qui est le plus grand centre d'affaires d'Europe est plutôt un frein. On a du mal à faire sortir ce type de collaborateurs d'entreprise, en tout cas pour la Défense. Mais si on reprend, je dirais, les acteurs, en tout cas les entreprises qui activent aujourd'hui le marché de la Défense, qui sont des entreprises, encore une fois, péridéfense, avec des gens qui habitent évidemment un peu partout en Île-de-France et qui ont pas forcément des positions géographiques d'entreprise extrêmement pertinente en termes de transport, du coup la Défense a un accès idéal et donc du coup ce type d'entreprise et ce type de collaborateurs ne voient pas forcément dans vos ailes la Défense. Au contraire, ils vont réduire potentiellement leur temps de trajet assez significativement. Et je pense qu'aujourd'hui, avec le télétravail, vous avez quand même beaucoup de personnes qui vont travailler du coup chez eux ou des fois à distance, en région, etc. Et que du coup, le cœur transport de la Défense devient un atout assez fort pour ces collaborateurs qui viennent potentiellement de régions parisiennes ou de Rouen ou peu importe. Mais en tout cas, l'accès transport est intéressant. Vous avez également anticipé l'une de mes questions sur le logement ou sur la potentielle transformation de ces bureaux en logement, car on voit actuellement qu'il y a une vraie crise de l'offre sur les logements en Île-de-France et particulièrement à Paris. Et là, on voit qu'à la Défense, c'est plutôt une crise de la demande et qu'une offre plus importante
qu'une demande réelle. Et est-ce que justement c'est quelque chose, même si ça paraît un petit peu impossible et vous venez d'aller expliquer les différentes raisons, mais est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui a déjà été pensé justement de pouvoir créer du logement, ou en tout cas remplir les tours qui sont actuellement inoccupées à la Défense par du logement et combler justement ce problème entre de l'offre assez faible comparée à une demande qui est assez forte pour le coup? Bon, je pense que je suis pas le plus à même pour répondre à la question, mais je dirais que on pourrait peut-être s'interroger sur des systèmes ce qu'on voit beaucoup émerger aujourd'hui, de co-living, etc., qui peut être une solution de refaire venir l'habitation au sein même de la Défense. Peut-être des séjours de courte durée, par exemple, qui pourraient faire en sorte qu'il y ait un peu plus de mouvement et de vie dans ce quartier. Il existe aujourd'hui quand même un certain nombre d'habitants qui habitent au cœur de la Défense. J'ai pas les chiffres en tête, mais globalement, ça a plutôt tendance à diminuer au profit du mètre carré de bureau que l'inverse. Mais je pense que ça passera plutôt par des solutions temporaires, type co-living ou résidence, pour faire venir à la fois des gens qui sont de passage, parce que le télétravail aura permis à ces gens de se délocaliser, et donc du coup auront besoin, je dirais, de passer un moment, quelques jours, quelques heures à un endroit, et donc on va avoir une mixité d'usages entre l'hôtellerie, entre l'habitation et le bureau. Je pense que c'est ça qui fera aussi peut-être le renouveau de la Défense, c'est cette mixité, on va dire, tertiaire, habitation, qui peut être intéressante. Un pied-à-terre à Paris, justement, pour ceux qui auraient déménagé en province. Par exemple. Certainement que les prochaines tours vont, à mon avis, réfléchir à intégrer un système d'hôtellerie, en plus de la restauration, si on imagine des grands complexes, qui soit un peu plus hybride que le mono bureau, siège social qu'on a connu jusqu'à maintenant. Pour terminer, Pierre-Alexandre Pillet, par rapport à tout ce que vous venez de nous dire, comment vous voyez les choses évoluer, vous, par rapport à SOWEN? Quels sont vos objectifs aujourd'hui? Je dirais, par rapport à votre cœur de métier, qui est l'aménagement des espaces de travail. Finalement, c'est une belle opportunité, cette crise qui fait qu'on repense son univers justement de bureau. C'est clair que quand on a vu la crise arriver, on s'est dit que le bureau pouvait, en tout cas, était potentiellement un peu mort, que les mètres carrés allaient diminuer. On sait aujourd'hui que les sièges sociaux d'entreprise ont plutôt tendance à diminuer. Les mètres carrés vont être pris à bail, seront moins importants. Toutefois, les sièges sociaux auront beaucoup plus d'images. C'est-à-dire que on va avoir un alignement des valeurs, c'est-à-dire que l'entrepreneur ou l'entreprise voudra avoir, je dirais, une valeur forte. Le siège social sera beaucoup plus en image. Donc, du coup, on travaille énormément là-dessus avec les entreprises. Et évidemment, on redessine le paysage du bureau de demain avec ces entreprises-là. Donc, je dirais qu'on perd peut-être un peu de mètres carrés et potentiellement le terrain de jeu est un peu moins grand. En revanche, on a une interrogation d'ensemble des entreprises qui est quasiment commune. C'est-à-dire qu'il y a peu à une entreprise qui se pose pas la question de qu'est-ce que je fais de mes bureaux, comment je les raménage, comment je garde mes talents, etc. Donc, en fait, je dirais que la crise a été plutôt un accélérateur pour nous. Et si schématiquement, ce qu'on pourrait se dire, c'est que il y a encore quelques mois ou années, on faisait 100% de notre business sur une échéance de bail. Aujourd'hui, on fait 60% de notre business sous ce format-là et 40%, voire un peu plus, sur du réaménagement des sièges sociaux. Donc on a un modèle qui a évolué, mais qui est aujourd'hui extrêmement sollicité. Donc on est dans une position plutôt sympa. Merci à Pierre-Alexandre Pillet pour son analyse pertinente sur l'avenir de l'immobilier de bureau et celui du quartier de la Défense à Paris en particulier. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Les Grands Entretiens, un podcast Imo Week.